Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette rediffusion des rencontres littéraires Clameur qui ont eu lieu le premier week-end de juin 2023 sur la thématique des orages. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette rencontre autour du thème de l'orage, des brouillards. On va parler aussi de tempêtes, mais on va aussi parler de ciel étoilé et puis d'embellie. Je suis très heureuse d'être avec vous deux autrices, Bernadette Gervais, Caroline Dorca-Fenech. Bienvenue, merci beaucoup de votre présence ici. Merci. Je vais commencer par vous présenter brièvement chacune. Après cela, nous allons, et puis vos textes, et nous allons ensuite entendre une lecture de vos livres, d'extraits. Donc Bernadette Gervais, vous nous venez de Belgique, vous nous venez de Bruxelles, Oui. Où vous vivez, et vous avez publié plus d'une centaine d'ouvrages pour la jeunesse. Oui. Vous écrivez et vous illustrez, donc vous avez les deux compétences, et vous le faites magnifiquement. Vous avez eu la pépite d'or du Salon de Montreuil récemment, ce qui est vraiment la consécration ultime en littérature jeunesse. En tout cas, moi, je sais que c'est le prix dont rêvent les auteurs. Oui, j'ai eu cette chance-là, oui. Pour l'ABC de la nature, qui était aux éditions des Grandes Personnes. Et là, vous venez de publier Petit et Grand Ours. Donc, je le montre. C'est un grand livre qui est très beau. Voilà, c'est à la Partie, aux éditions de la Partie. Et donc, qui raconte l'histoire de deux ours, une petite et une grande. La grande étant, je pense, appartient à l'espèce des pandas. En tout cas, j'ai reconnu. Allez, vous parliez de la grande ours. Oui, non, il vaut mieux dire, parce qu'il y a petit ours, grand ours, et alors il y a, le panda. La donc c'est peut-être mieux dire le panda, et puis il y a petit ours et grand ours. Petit ours brune et panda. Moi, j'ai observé ces deux espèces-là d'ursidés. Oui, je ne suis pas une grande spécialiste, mais... Et donc, c'est l'histoire de Petit ours qui vit avec Pandora, qui est donc cette grande ours, qui est ce panda, et qui l'a recueilli après l'abandon de cette petite ours, la disparition de sa mère. Donc, qui est sa mère adoptive, mais qui, on se rend assez vite compte dans le texte, tout en jouissant d'une très bonne réputation dans leur milieu, elle fréquente d'autres animaux, et Pandora a une aura, quand même, on voit que c'est quelqu'un de respecté, mais on voit aussi que c'est quelqu'un d'assez méchant, qui humilie volontiers les autres et qui exerce beaucoup sur Petit ours qui est entièrement dévoué à son service, qui exerce une forme de relation d'emprise et de relation qui n'est pas une relation égalitaire et épanouissante pour Petit ours. Et Petit ours va trouver dans sa vie une alliée qui est une autre ours, une autre forme d'ours, qui va se pencher sur elle et lui donner la force de quitter l'emprise de Pandora. Voilà. Donc toute l'histoire est articulée autour de cet enjeu voilà, et c'est évidemment très bien dessiné, avec un jeu sur les couleurs absolument magnifique. Alors je propose que nous écoutions, avant que je vous présente Caroline Dorca-Fenech, que nous écoutions un extrait de Petit et Grand ours qui serait lu par Sophie et Lisa. Petit ours revient parfois du marché avec son ami Orsa. Pandora ne lève même pas les yeux de son livre pour lui dire bonjour. Quand Orsa part, Pandora grogne. Elle est stupide, ta copine Orsa. Petit ours est triste. Elle ne trouve pas Orsa stupide, mais pour faire plaisir à Pandora, elle n'invite plus Orsa. Et maintenant, Orsa n'est plus son amie. Au marché, les gens voient que Petit ours est triste. Ils lui demandent « Que se passe-t-il, Petit ours ?» Petit ours explique que Pandora est méchante avec elle. Les gens ne veulent pas la croire et lui disent « Ce n'est pas possible, Pandora est si gentille. » Grand ours calme Petit ours et lui dit « Petit ours, cette fois tu dois partir. » Petit ours est désemparé. Pour aller où? Je n'ai personne. Je ne pourrai jamais m'en sortir sans Pandora. Alors Grand ours la rassure. C'est toi qui fais tout ici. Tu es forte et intelligente. Je suis là
et je t'aiderai. Merci. Eh bien, bravo et merci beaucoup pour cette lecture. Et donc, Caroline Dorca-Fenech, vous êtes aussi avec nous pour parler d'orage, de tempête, de renouveau, d'embellie. Vous êtes diplômée de lettres modernes et de l'atelier de scénario de la FEMIS, ce qui est aussi tout à fait prestigieux. J'ai vu que vous étiez relectrice de scénario et script doctor également, en plus d'être écrivaine. On vous a découverte en 2020 avec Rosa Dolorosa à la Martinière, qui a eu beaucoup de succès au moment de sa sortie. Et en 2021, vous avez aussi publié votre premier livre pour enfants, qui est Madame Hibou cherche appartement, qui raconte la quête d'appartement d'une dame hibou qui va se heurter aux difficultés qu'on peut imaginer pour ceux et celles qui ont déjà cherché un appartement. C'est aux éditions à Pas de Loup et l'illustratrice est Géraldine Alibeux. Je crois que vous la connaissez toutes les deux d'ailleurs, donc décidément oui, que de points communs. Une belle surprise parce que voilà, je ne savais pas que Caroline avait fait le texte d'un bouquin d'une copine. Oui. C'est un milieu dans lequel on finit par se croiser et se retrouver et se reconnaître parfois. Et donc là, nous lisons Tempête et brouillard, qui est une citation tirée du Roi Lear, qui donne son titre à son texte et qui est toujours aux éditions de La Martinière. Et il nous raconte l'histoire de Karina, qui est une jeune femme qui écrit aussi, qui veut écrire, qui veut aussi, qui essaye d'écrire un roman, qui a un roman en tête, et dont le père est un individu assez terrible. Elle a eu une enfance compliquée, Karina. Sa mère est partie quand elle avait 6 ans. Elle avait 2 frères plus âgés qui avaient, je crois, 12 et 16 ans au moment du départ de cette mère. Donc elle les a abandonnés sans se retourner et sans vraiment d'explication. Et le père a pris le relais. Père qui dit que sa fille était son enfant préféré, qu'il l'a choyée, mais père dont on découvre d'autres facettes au fur et à mesure de la lecture, des facettes sombres, père aussi violent, abusif, et qui a été violent avec ses 2 fils aînés, voilà, qui a pratiqué différentes formes de maltraitance envers ses enfants. Et ce père, au moment du roman, est parti vivre au Maroc et s'est converti à l'islam, non pas par conviction, mais par nécessité, pour épouser une jeune femme qui a l'âge de la narratrice et à qui il va donner en fait tous ses biens. Sur son testament, il va notamment donner sa maison à sa femme et il va déshériter ses enfants. Et tout ce livre est une réflexion autour de l'abandon, autour du sentiment d'abandon qui est au cœur des traumatismes de cette femme, du sentiment aussi de maltraitance, et puis la question du pardon, de ses limites aussi, ou de sa nécessité, et de la reconstruction, parce que cette femme va aussi quand même se reconstruire dans l'écriture, se reconstruire dans une relation amoureuse. Donc voilà, c'est aussi un livre orage, tempête, éclaircie. Voilà. Nous allons entendre une lecture d'un extrait du livre qui sera faite par Sanseya, Isabelle et Isia. Voilà, merci beaucoup d'avance pour cette lecture. Vous avez déjà eu beaucoup de ma part. On a eu beaucoup. J'ai été un très bon père. Ce n'était pas facile pour un homme seul de s'occuper de 3 gosses. Je le répète, toi, tu n'avais que 6 ans à l'époque. 6 ans. Ces 2 monosyllabes. 6 ans. Et ce fut comme si mon petit corps de 6 ans d'un coup ressurgissait en moi. Qu'il croissait. Se distendait. Jusqu'à occuper toute la place. Jusqu'à déborder. Dès lors, ce fut lui, mon petit corps de 6 ans, qui se mit à travers moi. Par-delà moi. À ma place. À poursuivre la conversation. Ce petit corps disait. Mais tu ne te souviens pas que tu nous frappais ? N'exagère pas, Karina. Répondait mon père. Ce corps d'enfant disait. Mais tu ne sais pas que mes frères sont détruits intérieurement à cause de toi ? Tu dis n'importe quoi. Regarde où ils en sont. Ils sont riches. Répondait mon père. Ce corps d'enfant disait. Mais tu sais quand même ce que tu m'as fait à moi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? De quoi tu parles ? Je ne t'ai rien fait. Tu as toujours été ma fille préférée. Répondait mon père. Toute ma vie, je t'ai voué un grand amour paternel. Alors, je l'implorais. Jure que tu n'as jamais touché d'autre enfant.
D'autres enfants? Mais de quoi tu parles? Jure-le-moi. Jure que tu n'as pas touché sexuellement d'autres enfants. Mais bien sûr que non. D'où ça sort? Tu sais très bien d'où ça sort. Non, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment on peut être excité par un enfant, si tu veux tout savoir. Les tout petits, ça ne me fait rien du tout. Crois-moi, dans ma sexualité, je n'ai aucun tabou. Les adolescentes, je comprends qu'on en ait envie. Les préados, les nymphètes, je comprends très très bien. C'est très excitant. Mais les petits, non. Je n'ai jamais rien fait à aucun enfant. Tu ne m'as rien fait à moi? Rien du tout. Tu mens. Tu es folle, ma fille. Tu me traites de folle? Arrête. Tu veux que j'arrête? Moi, je veux que tu m'expliques pourquoi. Tu m'as dit qu'on découvrirait qui tu es après ta mort. Quand on s'est vu dans le troquet, gare Saint-Lazare. Qu'est-ce que je ne dois pas savoir maintenant que je devrais connaître plus tard? Je suis censée découvrir quoi à ta mort? Que tu es pervers? Que tu es un connard? Je le sais déjà. Tu es complètement cinglé. Mais tais-toi. Tais-toi. Je raccrochais. Un cri! Merci. Merci beaucoup pour cette belle lecture. C'est très beau, les lectures à plusieurs voix comme ça. Première question, j'ai envie de parler de l'une des choses qui vous relie. Il y en a plusieurs, je pense, qui est celle de la littérature pour enfants, puisque toutes les deux, alors écrivez beaucoup et avez écrit un premier livre à destination de la jeunesse. Là, dans Petit et Grand Ours, vous parlez de relations d'emprise, vous parlez de maltraitance à des petits, puisqu'on peut le lire. Moi, je l'ai lu à ma fille qui a 4 ans, qui a compris quand même les enjeux du texte. Très bien, d'ailleurs. Et dans Madame Hibou, Cherche appartement, vous parlez de l'injustice aussi sociale entre les êtres selon leur milieu et leur arrière-plan quand ils cherchent un appartement. Comment pensez-vous ces sujets quand on les aborde et quand on les donne à lire à des petits? Est-ce que vous vous interdisez certains sujets? Est-ce que vous pensez qu'il faut considérer que l'enfant veut, doit, a envie et peut tout entendre, ou en tout cas entendre beaucoup de choses sur ce qui pressent des rapports humains et qui ne sont pas toujours des choses... on a tendance à penser que la littérature enfantine, la littérature jeunesse sont des embellis et que des embellis, mais vous abordez aussi les orages, les tempêtes. Comment le faites-vous et quel cadre vous donnez-vous, Bernadette Gervais? Oui, moi je pense qu'on peut parler... On m'entend là? Oui. On peut parler de tout dans les livres jeunesse. Et en tout cas, moi j'ai choisi dans ce livre-là de parler frontalement. Je n'ai pas pris des périphrases, je n'ai pas fait comprendre au second degré ce qui se passait. Là, j'ai abordé par exemple la violence physique de front. On voit Pandora qui crache sur Petit Ours, on voit qu'elle la frappe, qu'elle lui donne une bonne claque. Et je pense que les enfants sont capables de recevoir ça. Et en fait, j'ai eu la confirmation parce que j'ai tourné dans 12 classes et on a parlé de ce livre avec les enfants. Et je pense que les a priori sont plus du côté des adultes, des éditeurs, des parents aussi. Il y a surtout il y a une institutrice qui est un petit peu réticente. Et en fait, je pense que c'est dans sa classe qu'il y a eu la discussion la plus riche. Oui, les enfants sont capables. Bon, bien sûr, il faut que ça soit amené, intelligemment. Enfin, j'espère que je l'ai fait intelligemment. Mais oui, il faut même. Oui, il ne faut pas que raconter des histoires de bisounours. Caroline Dorca-Fenech, vous avez le même ressenti? Oui, les enfants sont très tôt, de toute façon, confrontés aux loups, donc pas que dans les histoires. Des loups, quand on dit aux enfants qu'il y a un loup et qui est susceptible de les attaquer, ils savent très bien de quoi on parle, en fait, en vrai, même s'ils ne peuvent pas encore mettre des mots dessus. Ils savent que le loup n'existe pas et qu'en même temps qu'il existe. Moi, je trouve ça très, très important d'aborder ça aux enfants parce que ça fait partie de leur vie.
C'est-à-dire que ça n'existe quasiment pas des enfants qui sont complètement préservés. Enfin, je veux dire, et qui vivent dans des bulles, et les enfants sont confrontés à l'injustice perpétuellement. C'est pas toujours dans les familles, mais c'est aussi dehors. Et ça, c'est remarquable dans l'album de Bernadette. Parce que c'est très rare quand même dans les albums jeunesse de parler d'une emprise aussi frontale. Et je trouve ça vraiment remarquable, hein, parce que oui, il y a une censure, même de la part des éditeurs. Enfin, on a l'impression que les enfants, faut les préserver, alors que je ne crois pas. Et pourtant, on a des exemples de grands auteurs qui ont traité des sujets très durs. Enfin, voilà, on parlait de Tommy Ungerer, par exemple, qui n'hésitait pas à parler de guerre ou de mort. Enfin, quand on voit sa version de La petite fille aux allumettes, elle n'est pas du tout édulcorée. Et après, c'est la question de quel espoir quand même on instille dans le cœur des enfants. C'est-à-dire, c'est une discussion que j'avais eue avec un auteur jeunesse qui s'appelle Jean-Philippe Arouvignou, qui est aussi éditeur, et que lui, il refuse en tant qu'éditeur des histoires qui se terminent mal, parce qu'il pense qu'il faut quand même donner de l'espoir aux enfants. Ça se tient, hein, c'est intéressant. Et en même temps, moi j'ai envie de lui dire, oui, mais en même temps, une histoire qui se termine mal, l'enfant aussi comprend que oui, que ça peut exister quand même, mais on lui donne quand même des armes. Moi, je pense, même une histoire qui se termine mal, on lui donne quand même des armes. Donc, oui, mais je pense aussi que j'ai eu la chance, d'avoir une excellente éditrice, et que ce livre-là, je pense qu'il aurait été refusé par pas mal d'éditeurs. Hein. Mais voilà, donc je rends hommage à mon éditrice qui m'a vraiment soutenue dans ce projet, et je pense que elle a bien fait. Donc on parle de prédation, c'est ce que vous parliez du loup, mais c'est vrai qu'on parle des différents loups ou ours qui peuvent rôder dans nos vies d'enfants ou d'adultes. J'aimerais parler, peut-être avant de rentrer dans la profondeur des textes, peut-être de leur genèse aussi, à tous les deux. D'où est venue l'envie ou le besoin, Bernadette Gervais, d'aborder pour les enfants la question de l'emprise et de la maltraitance avec ces personnages symboliques d'ours? Moi, dans ma vie personnelle, j'ai été confrontée plusieurs fois à des personnes qui étaient dans ce rôle d'emprise. Et je me suis dit que c'était quelque chose d'important, que en fait, quand on voit autour de nous, ça arrive très souvent, partout, à l'école, dans le milieu du travail, en couple, c'est vraiment quelque chose, malheureusement, qui arrive très souvent. Et je me suis dit que c'était important de prendre le mal, pas que les enfants apprennent très tôt, qu'ils aient des armes contre ça très tôt, et que, en fait, dans la plupart des cas, on se fait pas, dans la situation d'emprise, on ne se fait pas respecter, mais on est consentant. Et donc c'est quelque chose que je trouvais très important d'apprendre aux enfants. Non, on doit se faire respecter, c'est vraiment ça la limite. Quand on n'est pas respecté, il faut arrêter, ou il faut en parler d'une relation problématique, mais il ne faut surtout pas accepter de ne pas se faire respecter. Donc il faut leur apprendre ça dès le plus jeune âge. D'ailleurs, vous ouvrez le texte sur une citation on pourrait peut-être la lire parce que de je la Gisèle trouve, Halimi, qui dit « Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations qui attentent à votre dignité. Ne vous résignez jamais. » Voilà, c'est vraiment c'est ça, la base. Ça vous touche, cette phrase aussi de Gisèle Halimi qui plaide vraiment pour la dignité des personnes et notamment, comme le dit très justement Bernadette Gervais, des enfants. Parce que la dignité des enfants, moi, c'est un sujet qui me touche énormément et qui, je pense, est et comme les personnes âgées d'ailleurs, sont des dignités qui sont tellement faciles à bafouer. Ça me touche parce que, en même temps qu'on dit aux enfants, il faut dire non, il faut se battre, on sait très bien à quel point c'est compliqué pour un enfant d'arriver à le dire ça, non.
Et toute la difficulté est de ne pas culpabiliser l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les loups ou les Pandora, ou les grands méchants qu'on peut rencontrer, ont une telle force d'emprise et de manipulation, de potentiel de malfaisance, qu'il est normal qu'un être, et encore plus un petit être, ne puisse pas se battre et ne puisse pas se dire non dans un premier temps. Donc, et c'est vrai que ça, c'est très important ouais, enfin, en tout cas, l'album de Bernadette le fait bien, c'est qu'il y a un temps où l'emprise se fait, et c'est normal, et l'enfant ne peut pas se battre, parce que toute la difficulté pour un enfant qui est en proie à une malfaisance, à une emprise de quelqu'un qui est censé être son référent affectif. Là, dans l'album, c'est pas un parent, mais c'est un parent quand même. Enfin, c'est un peu, c'est une figure en tout cas. Voilà. Pour l'enfant, c'est antinaturel que cette personne puisse lui valoir du mal, en fait. Donc là, c'est tout ce cheminement de prendre conscience que oui, même la personne qui est censée te vouloir du bien, qui est censée te protéger, qui est censée assurer ta survie, même cette personne-là peut te vouloir du mal. Ça, c'est quelque chose d'horrible et de déchirant. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Et ça, il ne faut pas culpabiliser l'enfant par rapport à ça. Enfin, voilà. Et alors pour Tempêtes et brouillards, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller explorer ce sujet-là? Et puis, jetant la question, il entre en relation sans qu'on ait besoin de l'avoir lu avec Le Roi Lear, donc la grande pièce de Shakespeare. Qu'est-ce qui vous a donné, qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette idée de roman-là? Je remercie les lecteurs. Je ne l'ai pas fait à voix haute parce que ça m'a beaucoup touchée et je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce passage-là qui soit choisi. Donc, alors, ce qui a déclenché l'écriture, c'est un élément autobiographique qui était la mort de mon propre père. C'est parce que cette mort a été accompagnée d'un acte d'exhérédation. L'exhérédation, c'est le mot barbare qu'on utilise pour décrire l'acte de déshériter quelqu'un. Parce que le mot déshéritage n'existe pas. Exhérédation, c'est mieux d'ailleurs, parce que c'est plus... ça, je trouve que ça incarne bien la violence de ce que ça provoque. Et donc, il y a eu ça. Et j'avais envie d'explorer, bon, évidemment à un niveau intime, mais pas seulement, surtout à un niveau mythologique et politique. Voilà, cette question-là, cette question de l'héritage, cette question d'une transmission qui se rompt, qui ne se fait pas. Et voilà, ce qui a été le point de départ. Il est beaucoup question dans les deux textes, en tout cas la matière originelle, c'est aussi l'abandon. D'abord, on a un personnage abandonné, un enfant abandonné. Pourquoi avez-vous choisi, Bernadette Gervais, de faire de cette petite ours, une ours abandonnée? Et puis de lui donner... Pourquoi n'avez-vous pas choisi de représenter une mère, par exemple, maltraitante? Pourquoi est-ce une mère de substitution? Est-ce que c'était pour qu'on puisse s'identifier plus? Et quel était justement l'enjeu qui joue autour de cet abandon? Oui, en fait, moi, je voulais faire un livre sur l'emprise. Et en fait, on voulait un petit peu que ça soit un peu universel, un peu tous les cas d'emprise. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pris... on a choisi, c'est pas une vraie mère avec une fille. Enfin, on a essayé que ça soit un cas, comment dire, universel. Oui, c'est ça. Donc qu'on puisse s'identifier un peu, que tout le monde puisse s'identifier à ce cas-là, parce que c'est pas vraiment un cas
c'est plutôt un cas particulier. Voilà. Et alors aussi, oui, c'était fait d'abandon qui est en fait la clé, en fait, généralement, de gens qui sont sous emprise. C'est souvent, la faille. C'est la faille, c'est une faille d'abandon. Et donc, c'est des gens qui sont qui réclament de l'amour et qui font tout et qui acceptent tout pour enfin être aimés. Et donc, c'est en fait des gens qui ont été abandonnés, qui manquent de confiance en eux. Oui, c'est le cas aussi chez votre personnage, hein, Karina, qui a été abandonnée par sa mère, qui ensuite avait un rituel le soir qui brise le cœur quand on le lit, hein, parce qu'elle embrasse la photo est usée à force de baiser de sa fille qui se demande pourquoi sa maman ne reviendra plus la coucher. Et puis cette faille originelle devient celle par laquelle aussi le père s'engouffre, puisqu'il lui dit, j'avais retenu, je ne sais pas si je vais l'avoir sous les yeux là, mais je sais que tu crains toujours que l'on t'abandonne, Karina, car ta mère vous a abandonné, toi et tes frères, quand tu n'avais que 6 ans. Et ça, c'est le père qui lui dit, ce qui est très violent, parce qu'en fait, il dit à sa fille, viens me voir, viens me voir. Et en même temps, lui, il joue double jeu, quoi. Donc c'est vraiment là que se passe et que se situe le point de la faille par laquelle il va s'engouffrer pour la manipuler. Oui, c'est exactement ça. On a une Karina, quand le livre commence, elle a 30 ans, c'est une jeune femme, mais en fait, elle est encore dans cet état d'enfant abandonné, ce qui crée un personnage en dépendance affective absolue. Et c'est vraiment une des clés, effectivement, du personnage. Et donc, le père qui a représenté tous ses parents au moment de l'abandon, hein, elle n'avait plus que lui, elle est dans une attente perpétuelle de son amour, tout en sachant qu'il y a un dysfonctionnement de la relation, puisqu'on a affaire à un père dysfonctionnel et, pour tout dire, maltraitant quand même. Voilà. Et en même temps très complexe, hein, vous l'avez dit, et en même temps très complexe, il n'est pas que ça, il est plein d'autres choses. Mais oui, l'abandon, c'est la clé, c'est-à-dire c'est tout le cheminement d'un personnage qui est en dépendance affective, qui est en immaturité aussi affective, qui, même si elle a une trentaine d'années, qui agit comme une petite fille, comme une enfant, et comment son cheminement va être de justement accéder à une autonomie affective, à être responsable de ce qu'elle est, elle, sans attendre des signes affectifs d'un père malfaisant. Voilà, c'est ça, oui, ça c'est vrai que c'est une des clés du personnage. C'est exactement la même chose que pour votre petit ours, qui attend et qui parfois obtient, parfois n'obtient pas. C'est ça le grand secret des manipulateurs. Oui, voilà, c'est ça. Ils font le chaud et le froid. Dès qu'ils ont été trop loin, après ils reviennent en arrière, ils font les gentils. Et c'est ça qui fait que la personne reste. Et c'est ça l'emprise, en fait. Oui, c'est ça. Et dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, qui vient assez tard dans le livre, alors qui révèle beaucoup par rapport au livre, parce que le livre a un petit peu la forme d'un brouillard. On est dans le brouillard en même temps que le personnage. Et on circule comme ça autour d'un brouillard jusqu'à ce que ça se révèle par cercle comme ça. Mais ce qui est intéressant pour moi d'explorer, c'est vraiment la tension entre un discours, qui est par exemple là le discours paternel, qui est sans cesse en train de répéter « mais tu es ma fille préférée, je t'aime, je suis un père formidable, j'étais un père... » Et ce que la fille ressent de dégoût et de rejet de son père. Et ça, c'est une tension permanente qui est très difficile, et c'est ça qui crée le brouillard. C'est cette tension-là. C'est vraiment le gouffre qui a entre un discours et un ressenti, et une réalité aussi de maltraitance. Ils sèment perpétuellement le doute. En fait, voilà, les victimes ne savent plus. Elles doutent d'elles-mêmes, de ce qu'elles ont entendu. C'est ça leur force, et c'est ça qui fait que la victime est complètement soumise et perdue. Oui, et l'autre force étant aussi d'isoler avec cette Pandora qui dit à Petit Ours, ton ami est nul, et qui en fait s'arrange pour faire le vide. Ouais. Et en fait, c'est pas, il dit pas, il chasse pas Olga, hein, l'amie de Petit Ours. C'est même Petit Ours qui la voit plus d'elle-même. Hein. Donc en fait, c'est ça la manipulation. Ils font pas les choses directement. C'est tout par
par manipulation. Ouais, c'est pernicieux, ouais, quoi. Ça voilà. se fait. L'autre est une marionnette. Ça, ouais. Et donc elle sent, elle ne veut pas déplaire à Pandora, et pour ne pas déplaire à Pandora, elle ne fait plus venir Olga, et puis Olga n'est plus son amie, voilà. C'est comme ça qu'il parvient à isoler. Du coup, il isole elle isole pour pouvoir faire. Personne ne sait comment, voilà. À l'extérieur, personne ne sait comment ça se passe à la maison. Mais c'est ça ce mécanisme, c'est que tout à coup, on a des personnes qui n'agissent que en fonction du regard de cet autre qui est maltraitant. Mais il y a un besoin perpétuel d'être validé, d'être justifié par ce regard, quand bien même il est maltraitant, parce qu'il n'y a que ça en fait dans la vie. Sinon, c'est l'abandon, sinon c'est le vide. Sinon, c'est le vide, en fait. C'est ça qu'il faut voir. Et puis, on le voit d'ailleurs dans ce moment particulier du deuil, avec la réaction des 3 enfants. Et ces deux frères qui ont été battus à coups de câbles électriques quand ils étaient petits, qui, eux, quand même, disent à leur sœur, mais c'est important d'être auprès de papa dans cette fin de vie, dans cet enterrement. Et en fait, les ressentis sont différents. Mais effectivement, il y a ce côté vertigineux de couper le lien ou de le garder sous une forme ou sous une autre. Déjà, c'est vertigineux, puis aussi, il y a quand même, on est quand même éduqué avec l'idée qu'il y a quand même un lien sacré qui nous unit à nos parents. Un père, la figure d'un père, puis c'est inscrit même enfin voilà, dans les 10 commandements, hein, tu honoreras ton père et ta mère, si tu n'honores pas, tu seras damné pour des siècles et des siècles, quoi. Je veux dire, même si on n'est pas religieux, je veux dire, on a ça dans notre culture, c'est quand même un grand tabou et un grand sacrilège presque de rompre avec les parents. Je veux dire, qu'on honore ton père et ta mère, il n'y a pas dit, mais s'ils sont maltraitants, il ne faut pas les honorer. Non, c'est l'injonction, allez, honore ton père et ta mère, et voilà. Et donc, c'est vrai que rompre ça, c'est très, très difficile. On a l'impression de blasphémer, d'être dans un sacrilège absolu, en fait. Oui, surtout quand la personne... alors là, dans les 2 d'ailleurs ouvrages, mais on voit que Pandora a bonne réputation dans son cercle d'amis et son cercle social. On l'appelle maître. Oui. Et en fait, même quand à un moment donné, elle humilie un hamster. Elle se moque de lui sur un critère complètement dégoûtant. Et ça passe parce qu'en fait, c'est ce brouillard mental dont vous parlez. En fait, ils ont souvent des personnalités très fortes, ils sont admirés, et en fait, c'est très important pour eux l'image qu'ils donnent. Et c'est aussi pour ça qu'ils isolent, parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache comment ils se comportent en réalité. Oui, il y a un grand déni. Oui, et en fait, c'est ton père aussi, le père dans l'histoire... C'est quelqu'un qui a de la présence. Sa femme marocaine est loin d'imaginer le comportement qu'il a. Enfin, il a vraiment une toute autre image de ce qu'il est en réalité. Ouais. Absolument. Il faut qu'on parle aussi du personnage d'Asma, qui est cette jeune femme qui est comme un miroir de cette fille, qui d'ailleurs se demande si son père pense à elle quand il touche sa femme. Est-ce qu'il y a un écho? Ça prend une dimension absolument étrange, cet âge égal entre les 2 jeunes femmes, et en même temps qu'il lui dit quelque chose de très hostile, qu'il l'insulte au téléphone quand elle parle à son père de cette femme. J'ose à peine répéter le mot, j'ose pas répéter le mot qu'elle dit, mais voilà, c'est un mot assez dur. Et puis, qui par ailleurs va dire, mais moi j'ai rien contre elle. Après tout, elle y peut rien. Elle vit dans son studio, elle rencontre cet homme occidental, prestigieux, qui lui montre une facette très lumineuse de lui-même. Alors peut-être pas tant que ça finalement, mais enfin voilà, on peut comprendre aussi pourquoi elle tombe. Et puis après, on ne sait pas, mais on peut penser, et c'est aussi l'une des forces du roman, que l'histoire racontée par Asma serait peut-être aussi une histoire d'emprise et de maltraitance. Donc c'est ça qui est très intéressant, ce côté kaléidoscopique de ces personnalités et de ces situations-là. Oui, c'est ça, vous avez tout bien dit. C'est-à-dire, c'est un nouvel...
C'est-à-dire il y a des échos d'abandon. Tout marche en écho d'abandon dans le roman. Donc là, pour expliquer, donc le père, le livre commence, le père part au Maroc, il part prendre sa retraite au Maroc. Parce qu'il est pied noir. Donc, et il est né au Maroc et il décide d'y retourner pour ça, mais surtout pour bénéficier des avantages fiscaux. Voilà, au Maroc, et là-bas il rencontre une très jeune femme donc qui a l'âge de sa fille, et pour ça il se convertit, et pour l'épouser, et il va tout léguer, et donc la fille le vit mal, non pas parce que c'est pas un jugement moral, hein. C'est ça qu'il faut comprendre dans le film, c'est qu'il n'y a pas de jugement moral par rapport à ce que fait le père, mais c'est plus parce que ce sont des échos d'abandon et des échos de maltraitance. C'est-à-dire que mon père, ce que dit le personnage, hein, mon père se marie avec une femme qui a exactement le même âge que moi, donc en gros, il me remplace. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il va tout lui léguer, c'est un nouvel abandon. Il change de religion. Qu'est-ce que ça signifie ? Même s'il dit qu'il est athée et que ça n'a aucun sens, est-ce que vraiment on peut changer de religion sans que ça ait un sens profond et spirituel ? Voilà, ce que fait le père, c'est une exhérédation totale. Hein, parce qu'il change de religion, il prive ses enfants d'un... Bon, on parle d'un petit héritage, hein, on parle pas d'un... Il n'est pas richissime, hein, mais on est au niveau symbolique de l'héritage. Hein. Je le précise parce que, quand même, là, on parle vraiment au niveau du symbole. Et tout ça, ce sont des échos d'abandon, et c'est ça c'est la violence, en fait, donc, de ce qu'elle reçoit. Et voilà, je sais pas, je suis un peu perdue, mais oui, c'est ça. C'est ce côté multiforme, en fait, et toutes ces petites portes d'entrée par lesquelles peut entrer la violence d'une relation. C'est ça que vous montrez très bien dans le texte. Oui, c'est ça. Oui. Et comment comment la filiation s'entache, est entachée de ça, se tâche plutôt, se tâche de toutes ces petites maltraitances, etc. Comment la filiation survit ou au contraire meurt de toutes ces maltraitances-là, en fait. Alors j'aimerais qu'on parle des figures quand même plus positives qui apparaissent dans vos livres. Bernadette Gervais dans Petit et Grand Ours. D'abord, une première question. On a parlé du roi Lear qui surplombe le livre et qui donne une coloration aussi à Tempête et Brouillard. Mais chez vous, c'est le système stellaire. Ce sont les étoiles qui surveillent comme ça, qui veillent sur les personnages du livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de relier cette histoire très terre à terre avec des animaux aux constellations ? Alors j'aimais bien jouer sur Petit Ours, Grand Ours. Bon, d'abord j'aime bien les étoiles, j'aime bien le ciel la nuit. Et bon, il y a déjà ça. Puis graphiquement aussi c'est très beau. Mais voilà, il y avait ce jeu Petit Ours et Grand Ours. Et pour moi, la grande ours, déjà, elle est témoin parce qu'elle voit tout ce qui se passe dans la maison, parce qu'elle est à la fenêtre, et elle voit les violences subies par Petit Ours. Et donc, c'était un bon moyen de trouver quelqu'un d'extérieur comme ça. Ben oui, voilà, la grande ours, elle voit tout. Et alors, pour moi, cette grande ours, elle figure un petit peu l'aide extérieure qu'on peut avoir quand on est comme ça dans des situations. Mais surtout, pour moi, la grande ours, c'est la petite ours qui devient grande. Et c'est la prise de conscience de Petit Ours. Donc c'était pour moi important que ce soit la grande ours. C'est comme un reflet. Oui, voilà, un reflet d'elle. Voilà, c'est la prise de conscience. Ouais, qui lui fait à un moment trouver l'élan. Oui, c'est ça. C'est la confiance en elle qui arrive, qui monte, et qui va faire de Petit Ours une grande ours. Et c'est un peu ça, à la fin, mais je serai toujours là parce que voilà, la grande ours en elle, la confiance est là et elle sera toujours là pour et c'est la clé pour sortir d'une relation d'emprise, avec l'aide souvent d'une personne extérieure quand même bienveillante qui pose un regard plus distancié, qui voit les choses, parce que quand on est dedans, c'est vrai qu'on sait que pour les personnes sous emprise, c'est presque impossible de verbaliser le fait que, ou alors ça prend énormément de temps
Et puis même quand on l'a réalisé, c'est très dur de trouver la force. Et là, c'est cette grande ours qui est à la fois le regard extérieur et le regard intérieur de la personne en reconstruction. C'est ça, oui. Voilà, qui se dit, en fait, je peux prendre mon bagage et quitter cette maison. C'est moi qui suis forte dans l'histoire. Alors, votre personnage, Karina, rencontre un homme. Elle tombe amoureuse de Doren, qui lui est aussi l'inverse, parce qu'à un moment donné, elle dit, mais pour moi, un homme, une personne qui a été autant aimée, lui a été très aimé par ses parents, qui a été autant aimé par ses parents, j'ai l'impression qu'il vient d'une autre planète. Et elle se demande même s'ils peuvent dialoguer et se comprendre, sachant qu'ils ont cette extrême différence de l'enfance et de la construction que l'on vit selon qu'on est aimé ou qu'on est mal aimé par ses parents. Et puis finalement, le couple quand même crée une espèce de... C'est quand même une cellule qui se reforme et qui donne aussi... Alors elle a d'autres choses, il y a l'écriture, il y a beaucoup de choses, mais quand même cette cellule-là lui donne la force aussi de vivre, de traverser tout ce que lui fait vivre par ailleurs son père et de relire aussi la famille sous une autre forme. Comment vous l'avez construit cette relation-là, cette relation amoureuse qui vient avec cet homme qui, lui, vient d'une autre planète? C'est vrai que l'homme, c'est un peu ma grande ours à moi, c'est un petit peu ce qui incarne l'espoir, un petit peu l'histoire universelle auquel chacun de nous avons droit. Moi, je voyais une grande spiritualité dans l'image de la grande ours qui vient des étoiles de l'album de Bernadette, mais oui, il incarne un petit peu cet espoir, et cet espoir, parfois, accouche de bonnes choses, mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est une discussion qu'on avait avec Bernadette, c'est-à-dire les gens qui ont une enfance difficile ou trouée de violence ou de maltraitance, on se comprend bien en général, on se reconnaît bien. On se reconnaît bien, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais on parle un petit peu du même langage, et c'est vrai que cette sensation d'être sur une autre planète avec quelqu'un qui a eu une enfance, bon, personne n'a eu d'enfance idéale, hein, mais en tout cas une enfance nourrie d'amour et de confiance, et qui a eu ça, on va dire, en soi, c'est voilà. Mais justement, le grand espoir du livre, c'est qu'il y a quand même un dialogue qui est possible, et que un espoir, on peut le trouver effectivement dans une relation qui peut se construire. Mais là, ce que vit le personnage, c'est qu'il y a un amour très fort. Il y a un amour très fort, mais qui est sans cesse, qui risque à tout moment de s'effondrer, parce qu'il risque d'être contaminé par... on va dire, les déchets, j'allais dire, d'emprise qui restent en fait dans le personnage en fait. Et c'est même étrangement la peur de l'abandon qui fonctionne comme un ciment entre cet homme et cette femme. À un moment donné, il y a une séparation se profile, et finalement ils ont eu tellement peur de se séparer c'est comme quand on observe les cellules au microscope là, qui se réagglutinent, ils se recollent, et ils sont, on sent qu'ils sont palpitants de peur rétrospective, en se disant on pourrait être séparés, comme si l'abandon était c'était impossible de reproduire ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que dans le cheminement du personnage, cette relation, comment je l'ai construite, elle me fait un peu peur aussi, c'est-à-dire il y a des réflexes qui sont mauvais de la part du personnage, qui est encore dans l'attente, dans la dépendance affective même de son compagnon, et dans la peur aussi de dépendre de lui, parce qu'elle se rend compte que ça ne va pas. Et ce couple-là doit mûrir aussi, c'est-à-dire le personnage de la femme doit atteindre son autonomie affective, son autonomie financière, devenir femme en fait, devenir femme indépendante. Hein. Et c'est que quand elle deviendra femme indépendante que cette relation sera pleinement saine en fait. Et tout ça, c'est un cheminement. Parce qu'il y a aussi, je ne l'ai pas précisé, mais une différence de revenus et d'assises sociales entre cet homme et cette femme.
Parce qu'en fait, il y a un moment où elle a peur de reproduire. En fait, tout marche en écho, on a peur. Parfois, c'est une expérience qu'on a tous, on essaye parfois de se construire soit en suivant le modèle des parents ou au contraire en rompant le modèle que les parents nous ont donné. Mais à chaque fois, ces réactions, que ce soit pour ou contre, ce sont des réactions de dépendance en fait. Donc ça va pas. Il faut vraiment trouver l'autonomie qui soit en dehors de ça, enfin qui soit une réponse, qui soit pas une réaction, mais qui soit vraiment la construction d'un personnage. Mais en fait, elle voit la femme de son père complètement dépendre de son père, et ça lui fait terriblement peur, et il y a un moment où elle se rend compte, parce que donc elle a du mal à construire son environnement professionnel, elle a du mal à gagner de l'argent et elle est en train d'écrire, et il y a un moment où elle est dépendante de son ami qui lui propose de l'aider financièrement, et ça c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas parce qu'elle ne veut pas reproduire ce que son père est en train de faire, etc. Bon, voilà. J'aimerais qu'on parle pour conclure, aussi de construction et de dessin et d'esthétique parce qu'on parle quand même d'un livre qui raconte une histoire, mais qui la montre aussi. Et c'est très beau. Oui. Il y a des images. J'ai beaucoup aimé, moi, dans ce texte. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Vous l'avez vu aussi un peu tout à l'heure. Et là, je suis assez maladroite avec mes. Voilà. Il y a des couleurs vives. Il y a des contrastes aussi que j'ai trouvé assez. Même dès la couverture, on voit ces côtés fluo des lettres avec le noir du ciel, avec les couleurs vives à l'intérieur de la maison. Donc vous avez vraiment joué sur, il y a à un moment donné un iris bleu dans une situation plus triste qui flamboie comme ça. Enfin, c'est comme si dans l'image, les contrastes que vit la petite ours étaient incarnés. Comment vous avez fait ça ? C'était une histoire assez sombre. J'ai quand même voulu graphiquement qu'elle ne soit pas trop, même si... du coup, il y a du sombre parce que j'adore le noir. Voilà, il y a quand même donc, du en fait, noir, quand il y a du noir et qu'on met de la couleur, ça pète. Ouais. Et donc, en fait, j'aimais bien jouer sur les deux, sur les couleurs et sur le côté quand même sombre aussi, le noir de l'histoire. Mais ça apporte quand même un éclat. Et donc, c'est aussi le fait de choisir des ours. Voilà, c'est aussi pour adoucir un peu... adoucir le propos. Et alors, il y a aussi les fleurs qui interviennent. Magnifique. Et en fait, alors ça, je ne le dis pas, enfin là, je vais le dire, mais c'est un peu, j'ai joué sur la symbolique des plantes et des fleurs. Là, il y a des choses assez évidentes, des choses moins évidentes, mais j'ai quasiment mis que des fleurs toxiques. Au début, il y a le narcisse aussi, pour le personnage narcissique de Pandora. Il y a les orties, il y a les colchiques qui sont les digitales. Enfin, donc j'ai mis la liste des fleurs d'ailleurs derrière. Et voilà. Et donc ça finit par le pissenlit quand elle s'en va, et on voit les aigrettes du pissenlit qui s'en vont et donc qui sont quand même symbole d'espoir. Et cet ours qui est comme en filigrane. Oui, donc tout ça c'est fait au pochoir. Là, d'habitude je travaille tout au pochoir, mais là j'ai fait pochoir et peinture, c'est un mélange. Et alors ce qui donne aussi ce côté très lumineux, c'est que voilà, donc comme j'ai la chance, je le redis, de travailler avec une excellente éditrice, en fait l'orange ne passe pas très bien en quadrichromie. Ça donne un truc un petit peu marron. On n'a jamais des rouges bien pétants en quadrichromie. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une 5e couleur. Donc, le livre est imprimé en quadrichromie, mais tous les oranges, c'est un passage spécial donc sur les machines, avec juste cet orange bien pétant. Et donc, en fait, ça représente quand même un coût, ce 5e passage. Et donc, voilà, c'est un coût que prend l'éditrice pour justement que ce qui le rend d'autant plus précieux. Voilà, et qui en fait un bel objet. Et c'est important aussi pour les enfants. Moi, je trouve que de leur donner des objets bien fabriqués, des beaux objets. Ah oui, ça c'est. Et puis pour les adultes aussi, parce que c'est nous qui lisons à nos enfants, et là je dois avouer qu'on se régale. Oui, et alors je dois dire aussi, ce livre, je l'ai fait
pour les enfants, ça c'est sûr, parce que quand je fais des livres, moi je pense que c'est vraiment pour les enfants. Mais voilà, en fait, pour moi, c'est un peu pour tout le monde, parce que des adultes peuvent le lire, des ados. Et voilà, je pense que tout le monde peut être concerné par cette histoire. Et puis voilà. Je pense que c'est un livre qui peut toucher vraiment le parent qui lit, l'enfant qui écoute, effectivement l'adolescent. Enfin, oui. C'est un livre que je trouve, on parlait d'universalité tout à l'heure, oui, qui se positionne dans une universalité. Voilà. Puis alors j'ai l'espoir aussi que voilà, tous les enfants qui lisent ça, quand plus tard dans leur relation amoureuse, pourraient être confrontés à ce genre de relation. Mais je me souviens quand j'ai lu quand j'étais petite, Petit et Grand Ours, parce qu'on sait l'impact qu'ont quand même les livres jeunesse, les livres qu'on a lus quand on était petit. Voilà, donc c'est mon rêve un petit peu secret. Je dis que voilà, que tous ceux qui ont lu mon livre auront ce petit non, ça je peux pas, je dois me faire respecter. Dans Tempête et brouillard, pour parler de structure et d'esthétique, il est question d'architecture, il est question de Tadao Ando, l'architecte. Vous décrivez à un moment donné l'appartement de Rennes avec les fenêtres, la lumière qui rentre d'une certaine façon. Et j'ai été assez intéressée par cet aspect du livre aussi, parce qu'on est dans quelque chose de très psychologique, de très intérieur, une situation. Et en même temps, vous ne négligez pas ni l'architecture littéraire, ni l'architecture et on peut quand même se visualiser dans les endroits. C'était important pour vous d'ancrer le lecteur dans des lieux, et de mentionner l'architecture, ou alors peut-être que vous avez tout simplement, et c'est moi qui ai apprécié ces références. Alors l'architecture, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai vécu 8 ans avec un architecte en plus, donc c'est très important, ça m'inspire énormément. La forme d'un livre, là, il est beaucoup question de forme. Quelle est la juste forme d'un récit, d'une histoire ? Là, je disais, c'est la forme d'un brouillard qui va petit à petit se dissiper très progressivement. Et c'est vrai que Tadao Ando est un architecte qui me touche beaucoup parce que c'est une architecture, il le dit lui-même, une architecture spirituelle. Et il dit, lui, son ambition, c'est d'ouvrir des espaces intérieurs chez les habitants. Et je trouve que il n'y a rien de plus beau. Et finalement, je me réapproprie cette ambition aussi quand j'écris. C'est-à-dire un texte ou même une œuvre d'art va comme ça ouvrir comme ça des fenêtres, des espaces qui sont des espaces, pas que refuge, mais des espaces de questionnement. En tout cas, des espaces de questionnement dans lesquels on va pouvoir puiser ressources, ou voilà, des choses comme ça. Et il y a comme une chambre d'écho dans le livre entre l'architecture du lieu et l'architecture intérieure. Oui, c'est ça, complètement. Avec cette maison du père, par ailleurs, qui se fissure. Qui se fissure. J'aime bien une écriture assez concrète, assez matérielle, être dans une matérialité aussi de l'écriture, une écriture aussi très organique, c'est-à-dire les bâtiments sont aussi pour moi des figures organiques, comment les corps, la présence des corps, la présence très organique, très matérielle des corps, nous ne sommes pas que des êtres... des esprits, nous sommes des corps, comment nos corps réagissent, se dégradent, et c'est pareil pour les bâtiments. Vivre dans un bâtiment qui a telle forme, c'est pas la même chose que de vivre dans un bâtiment qui a une autre forme. Donc tout ça influe sur une psychologie, sur un être. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour ce partage très émouvant, très intéressant autour de l'emprise et de sa sortie, des issues qu'on peut trouver en dehors de ces relations. Je ne sais pas si on a le temps d'une petite question ou s'il y a une question ou deux dans le public pour les autrices qui sont avec nous. Oui. Oui, moi j'aurais juste une petite question pour Bernadette. Enfin, c'est pas tellement une question d'ailleurs, mais vous disiez que vous étiez intervenue auprès des classes et j'aurais aimé savoir un petit peu plus sur ce qui s'était joué dans ces moments-là et ce qui était ressorti de la perception, de la lecture du livre.
Alors oui, comme je disais moi, tout à l'heure, moi aussi j'étais un peu curieuse de voir comment le livre avait été ressenti. Et j'étais très surprise parce qu'en fait, ils ont vraiment bien aimé le livre, en me disant quand même que c'était triste, mais ça finissait bien. Et en fait, en discutant avec eux, bon alors ils ont tout de suite adoré Petit Ours, ils ont détesté Pandora. Et en fait, donc ils ont tout de suite vu, bah oui, Pandora, elle est méchante, et donc ils ont été quand même marqués par les scènes les plus violentes, la gifle quand Pandora crache aussi sur Petit Ours. Et puis alors après, en discutant avec eux, ils ont bien vu tous ces éléments de violence psychologique en amont. Et j'étais impressionnée parce que donc ils ont vu à certains moments Pandora, donc c'est Petit Ours qui fait un magnifique jardin, mais c'est Pandora qui se prend qui s'accapare les mérites de Petit Ours. Ils ont vu aussi qu'elle l'empêchait d'avoir des amis. Et ils ont vu aussi qu'elle lui apportait du café après avoir été méchante. Elle dit ah oui. Elle fait la gentille après. Enfin, ils ont vu que Petit Ours faisait tout. Enfin, ils ont vraiment vu tous les éléments de violence psychologique qui sont très importants parce qu'en fait, la violence physique, elle est toujours beaucoup plus décelable que la violence psychologique. Et donc, la violence psychologique fait plus de dégâts encore que... Et donc c'est bien de pouvoir avoir les clés pour déceler cette violence qui est sournoise. Et voilà, je sais pas, ils ont fait si vous avez l'occasion d'aller voir, et je leur ai fait faire une petite phrase, et il y a vraiment des choses assez touchantes dans leurs phrases et dans leur ressenti. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment, c'était vraiment... très chouette. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a fait donc ces toiles avec toutes les classes. Il y a les scènes d'orage. Et alors là, la dernière, ça c'est par classe. Ils ont fait une toile par classe. J'ai vu 12 classes. Et la dernière, c'est l'embellie, donc après l'orage. Et là, il y a 270 enfants qui ont... 270, je suis belge. 270 enfants qui ont dessiné sur la toile de l'embellie. Et c'est magnifique. Je pense d'ailleurs qu'on peut féliciter les enfants qui étaient avec nous pendant cette rencontre, qui ont été admirablement sages. Bravo, c'est remarquable. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et alors, est-ce qu'on peut vous retrouver pour des dédicaces de vos livres Dehors, oui. Dehors, là, voilà, il y a un espace... voilà, donc on peut si vous avez envie, et en tout cas, moi, je vous encourage vivement à vous plonger dans ces lectures, que vous soyez ou non des enfants, que vous ayez ou non des enfants. Petit et Grand Ours, comme on le disait tout à l'heure, est vraiment un texte qui peut parler et qui peut éblouir les yeux aussi de tous et toutes. Oui. Manon, j'ai oublié mon sac avec tout mon matériel de dédicace qu'on a mangé. Voilà, sachant que les illustrateurs et illustratrices ont un matériel de dédicace. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes et à toutes les deux pour votre écoute.